Français parlent aux Français. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Bien, chers abonnés, le vendredi soir se termine. Les vidéos de la semaine, 900 millions pour des associations qui empêchent les expulsions. Oui, 900 millions. Donc l'État donne un ordre et donne de l'argent à des associations pour empêcher les expulsions. Bref. Ensuite, une dame qui s'appelait Fabienne, qui a été tuée par un jeune migrant, alors qu'elle était travailleuse sociale, voilà. Elle est morte du vivre ensemble, c'est le cas de dire. Très bizarre, pour le troisième extrait, l'AFP ne parle pas de terroristes du Hamas, mais parle de combattants du Hamas. Nuance. Et puis, vous savez, il y a une revue qui s'appelle The Economist, qui avait souvent des prévisions dans sa dernière publication de l'année. Je me souviens, en première page, il y avait le pangolin, il y avait des choses comme ça. Et puis, comme par hasard, le Covid était apparu après. Et là, on voit des espèces de deltaplanes avec un combattant du Hamas et puis un autre, c'est Netanyahou. Comme si on savait un an avant que le Hamas allait attaquer Israël avec notamment des deltaplanes. C'était une couverture, je crois, de décembre 2022. C'est très très bizarre, vous allez voir. Je suis tombé sur une vidéo, plusieurs même, de dirigeants islamistes qui disent bien bientôt on envahira Rome, puis l'Europe, puis la terre entière. Voilà. Donc moi ça ne m'arrange pas. Et puis on termine par un désastre. Anne Hidalgo, maire de Paris, qui s'absente pour aller voir les installations de surf à Tahiti, qu'elle ne verra d'ailleurs jamais. Et voilà, c'est aux frais de la princesse, 60 000 €, ils sont partis à 6, je crois. Le prix des voyages, les logements sur place, les restaurants, etc. Puis bon, elle en a profité pour aller voir sa fille qui vient de s'installer à Tahiti. Ouais, voilà. Enfin bref, encore une fois, c'est incroyable. Et je ne vous dis pas le nombre de voyages qu'elle a fait, vous allez le découvrir. Le nombre de voyages qu'elle a fait durant cette année 2023, mais enfin, son indice carbone, c'est... Alors pour quelqu'un qui veut empêcher la pollution des voitures à Paris, eh elle ne se gêne pas pour aller polluer avec ses voyages en avion. Bref, sur ce, je vous laisse déguster, puis je vous dis à très bientôt et merci de votre fidélité. Au revoir. Écoutez bien. On est sans papier, mais on vit bien. T'es marre, frère. 13 Pro Max. Regarde, c'est des blédards. Regarde l'ensemble, Lacoste. On a de l'argent, mieux que vous. On vit bien, t'inquiète. Bien, vous avez vu les cousins, ils se débrouillent, hein. Ouais. Ils se démerdent mieux que nous, hein. Enfin bref. Il y a une grande enveloppe qui coûte 2 milliards, ça s'appelle Asile et Migration. Le gouvernement sous-traite l'essentiel de la gestion des migrants à des associations qui aident notamment les familles à faire des recours quand leurs demandes d'asile sont rejetées. Le tout aux frais du contribuable. Mais expliquez-moi, comment une famille étrangère, déboutée plusieurs fois du droit d'asile, y compris en appel, peut-elle être toujours en France 10 ans plus tard, habiter dans un HLM tout en étant en situation irrégulière, avec 3 des enfants qui ont été condamnés pour des faits de terrorisme, ou soit qui sont surveillés pour radicalisation. Cette famille est-elle experte en droit d'asile? Non, pas la peine. Il existe en France une multitude d'associations pour les assister. La CIMAD, Utopie 56, France Terre d'Asile, etc., etc. Grosso modo, le budget qui est alloué à ces associations, je vous mettrai le détail en fin de vidéo, c'est environ 900 millions d'euros. Voilà. Associations avec des trains de vie pharaoniques, hein, appartements de fonction, voitures de luxe en leasing, hein, des leasings de grosses cylindrées berlines allemandes, notamment chez Equalis, à 700-800 € par mois, vous voyez, hein, aux frais de la princesse. Hein. Voilà, tapez Equalis et vous verrez certainement des articles. D'ailleurs, je vous mettrai
un visuel là-dessus à la fin de la vidéo. Voilà. Alors, si vous voulez, depuis plus de 10 ans, nous finançons à très grands frais la tiers mondialisation de la France, son ensauvagement, l'explosion de la violence, et puis on aide ceux qui profitent financièrement du phénomène. On finance, c'est incroyable. L'État prend des décisions d'expulser ou pas des personnes. Ok ? Bon. Et en même temps, il finance des associations qui essayent de trouver tous les moyens, tous les leviers pour venir contrer l'État, avec l'argent de l'État. C'est bon, quoi. Hein, c'est nous qui payons contre notre volonté, et c'est aussi nous qui trinquons. Moi, je pense à tous les Français qui, souvent, ont le frigo vide, qui se sont de plus en plus serré la ceinture, et qui arrivent à la moitié du mois, et quand on voit les factures d'énergie qui ont doublé, etc., etc. Enfin voilà, des associations, Coalia, 97 millions d'euros, France Terre d'Asile, 57 millions, Croix-Rouge, 40 millions. Et donc, Equalis, 12 millions d'euros, mais suffisamment d'argent quand même pour payer des leasings de bagnoles de luxe et des appartements de fonction. Donc c'est bien de s'occuper des migrants, mais en fin de compte, vous vous gavez sur le dos de l'association et vous dites, je suis humaniste, mais je me sers des salaires à 10 000 euros ou 15 000, je ne sais plus, mais bon, cherchez, vous verrez. Voilà, je vous laisse une interview sur CNews, Agnès Molinier, là, Verdier-Molinier, qui explique un petit peu ce que je viens de vous dire. Puis je vous mettrai 2-3 visuels à la fin. Voilà. À très bientôt. Agnès Verdier-Molinier avec nous. Bonjour Agnès. Bonjour. Directrice de l'IFRAP, vous avez publié une tribune dans Le Figaro qui dit en gros que nous ne regardons pas trop à la dépense publique qui est dépensée chaque année pour financer des associations d'aide aux migrants alors que nous avons très peu de moyens pour faire respecter les OQTF et construire des places de plus en centre de rétention administrative. Dites-nous tout. Ah oui, c'est vrai, c'est tout à fait exact. La France est un pays très étrange. Quand on parle de gérer les espaces verts dans une collectivité locale, une commune, il faut absolument que le jardinier soit statutaire à vie, embauché par la collectivité. Et puis quand on parle de régalien, tout d'un coup, alors là, c'est pas grave, on peut tout déléguer, ne pas regarder. C'est ce qui se passe sur le programme Asile, Immigration et Intégration de l'État. Là, on est en pleine discussion du budget pour 2024. Je peux vous dire, Romain, que sur 2 milliards de ce programme, il y a presque 1 milliard qui est finalement donc la moitié du programme des subventions, notamment à des associations. Et d'ailleurs, c'est pas très très transparent tout ça. Pour les OQTF, les obligations de quitter le territoire français, les CRA, les centres de rétention administrative, par exemple, on va être très précis, on met combien ? On met beaucoup moins. 57 millions seulement pour les centres de rétention administratifs, 64 millions pour l'éloignement des migrants en situation irrégulière. Alors c'est plus qu'en 2020, où on avait déjà tiré, nous, la sonnette d'alarme en disant qu'on était autour d'une trentaine de millions d'euros, ça pouvait pas du tout suffire. Il faut 2 000 euros par reconduction à la frontière. Donc il faudrait qu'on ait au moins 180 millions d'euros par an si on voulait faire respecter presque toutes les OQTF, voire 200 millions d'euros par an. Donc on est très très loin. Et on voit que même en 2022, les derniers chiffres qu'on a, on est très mauvais en exécution des obligations de quitter le territoire, alors que le président de la République, vous vous en souvenez, s'était engagé à 100% d'OQTF respectés. Alors il est vrai que tout est fait pour favoriser les recours et freiner, voire empêcher les expulsions, comme on le voit dans l'histoire du terroriste d'Arras. Sa famille devait être expulsée en 2014. Les associations militantes ont empêché l'expulsion par tous les moyens. Oui, pourtant le salafisme de cette famille était connu. C'est même pour ça qu'ils ont dû quitter la Russie en 2008. Et alors plusieurs associations, c'est le MRAP, la CIMAD, Réseau Éducation sans frontières, ont tout fait pour empêcher cette expulsion, faire remonter le dossier même à Matignon. Et alors aujourd'hui, la CIMAD se défend. Elle dit le présupposé d'un lien automatique entre personnes étrangères, etc. Mais attendez, on pouvait quand même faire le lien entre radicalisation et risque terroriste à un moment. Donc là, il y a quand même des questions à se poser. Certaines de ces associations font partie de celles qui sont subventionnées dans ce fameux programme de l'État, Asile, Immigration et Intégration, non ?
Et oui, et notamment la CIMAD, par exemple. Alors, on parle d'eux parce qu'on a leurs comptes. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'associations en question où on a très, très difficilement les comptes. Ce sont des nébuleuses locales où on a quelques milliers d'euros par-ci, par-là versés par des communes. Mais pour la CIMAD, c'est pas du tout le cas. Hein. C'est plus de 6 millions d'euros de subventions en 2022. Et notamment, ce qui est assez incroyable, c'est que le ministère de l'Intérieur finance 2,6 millions d'euros et l'État, via les préfectures, 2,5 millions d'euros. Et après, la CIMAD tape sur les préfectures, notamment celle d'Ille-et-Vilaine, en disant que c'est catastrophique. Mais c'est totalement ubuesque. C'est-à-dire que d'un côté, on finance avec notre argent les décisions d'expulsion et on finance nous-mêmes aussi avec notre argent, avec nos impôts, des recours pour qu'elles soient pas appliquées. Les blocages de ces décisions. Et alors, donc on est dans une situation complètement incroyable. Alors, il serait temps quand même de lever le voile sur ces millions d'euros. Dans le cadre de la discussion sur la loi asile immigration, il faudrait quand même qu'à un moment on nous donne des vrais tableaux avec des vrais chiffres, qui dépense quoi, pourquoi est-ce qu'on subventionne autant, pourquoi est-ce qu'on peut pas réallouer des moyens sur les OQTF et les CRA. Rien que la subvention à la CIMAD, ça permettrait d'ouvrir une centaine de places en centre de rétention administratif. Ben oui. Donc attendez, c'est pas rien, c'est pas une paille, parce que on a déjà du mal, on rame pour ouvrir quelques places chaque année, et on a un objectif de 3000 alors qu'on est toujours qu'autour de 2000. Donc là, il y a des questions à se poser, comme des questions à se poser aussi sur l'utilisation de l'argent du social. Hein, ça c'est un sujet. Et puis par exemple, pourquoi cette famille qui était en situation illégale visiblement occupait un logement social aussi payé par les deniers publics, alors que normalement c'est impossible. Donc tout ça, je crois que il est temps peut-être de regarder où va l'argent en la matière. Et donc nous, en tout cas, on essaiera de faire la plus grande lumière sur le sujet. Bonjour à tous, bonjour TikTok. Bien, quelque chose qui m'a interpellé, la couverture du conflit entre Israël et le Hamas crée des remous au sein de l'AFP. Il ne faut surtout pas utiliser le terme terroriste, c'est proscrit, et les journalistes ont même reçu comme consigne de parler de combattants du Hamas et non pas d'islamistes du Hamas. Voilà. Alors désormais, massacrer en masse des centaines de femmes et des enfants parce qu'ils sont juifs, des personnes âgées en les brûlant, les égorgeant, exterminés à l'arme blanche, torturés ou exterminés par le feu, des civils désarmés pendant une fête ou dans les maisons, aller chercher des nouveau-nés pour les torturer devant leurs parents. Ce n'est pas du terrorisme. Hein, voilà. Répandre la terreur n'aurait plus de rapport avec le terrorisme. Alors pourquoi qualifier de terroristes les tortionnaires de Charlie Hebdo, de la Porte de Vincennes, du Bataclan, de Nice, les auteurs du 11 septembre. Voilà, au cœur du problème. Un organisme chargé en principe d'informer ce qui se transforme en officine idéologique, c'est extrémiste, totalitaire, on justifie par le choix des mots, on évite de parler des pires atrocités commises, on confond l'information et la propagande, en banalisant une tuerie de masse. Donc vous voyez une espèce d'esprit totalitaire. Ça c'est une chose. Alors on a pu lire notamment sur Paris Match que le reporter avait pu visiter l'immense morgue où s'entassent des centaines de corps des victimes du 7 octobre. Il citait beaucoup de femmes retrouvées nues, violées, avant d'être massacrés. Une femme enceinte a été découverte le ventre ouvert, le fœtus arraché, des hommes avec les organes internes sortis du ventre. On pouvait voir aussi un cadavre calciné d'une femme semblant normale, sauf au niveau du thorax. Et ben oui, à l'imagerie médicale, les légistes ont compris qu'elle serrait son enfant dans ses bras quand ils ont été brûlés vifs. J'ai eu l'occasion de voir sur une parution anglaise le témoignage d'un employé de la morgue israélienne qui nous expliquait des parents à qui l'on arrache les yeux et l'on coupe les doigts, entre autres sévices, avant de les achever d'une balle dans la tête, le tout devant leurs enfants qui ont subi les mêmes tortures. Les enquêteurs qui décrivent cette erreur ne sont même pas en mesure de déterminer si ce sont d'abord les parents qui ont été torturés devant leurs enfants
ou l'inverse. Voilà ce qui s'est passé le 7 avril en Israël. Ceux qui ne disent rien, qui comparent les morts, et ceux qui qualifient l'État israélien d'État terroriste en croyant être dans le camp du bien. Vous croyez être dans le camp des victimes, des opprimés? Il faut être aveugle quand même pour croire ça. Il n'y a pas de camp ici. Il ne s'agit pas d'être pro-Israël, d'être pro-Palestine. C'est l'humanité qui est détruite. C'est l'humanité qu'il faut défendre. Vous savez, dans la guerre, même les forces alliées, quand elles bombardaient l'Allemagne nazie, ce sont des civils qui sont tombés sous les bombes. Hein. Personne n'a manifesté pour ces civils qui sont tombés sous les bombes. Ils ont payé pour les atrocités commises par les SS, etc. Et là, des Palestiniens de Gaza vont mourir sous des bombes, sous des balles, à cause des atrocités commises par le Hamas. Ce que ces barbares ont fait, et au-delà des mots, il n'y a... Rendez compte qu'il y a des preuves de viol de masse. Ils ont brisé, à force d'actions sexuelles répétées, des viols, ils ont réussi à briser le bassin de leurs victimes. Femmes, grand-mères, enfants. Vous réagissez, mesdames, hein? Et donc la dame qui fait le récit, hein, qui témoigne, elle dit « Je me suis portée volontaire pour préparer le corps des femmes assassinées afin de leur donner le respect qu'elles méritent. » C'est une Américaine du New Jersey, elle a déménagé en Israël il y a 20 ans. Elle dit « Je ne m'attendais pas à être confrontée à ce que j'ai vu. Des gens dont on a coupé la tête, des femmes debout dans leurs robes de nuit se sont réveillées, ont été abattues. Les visages ont explosé, des têtes fracassées, des cerveaux débordés. Sur les 1400 victimes de l'attaque du Hamas du 7 octobre, 200 ont été si gravement mutilées et brûlées qu'elles n'ont pu être identifiées que par leur ADN ou leur dossier dentaire. » Vous voyez, il y a plusieurs sortes de morts quand même. Vous mourrez, vous prenez une rafale, vous prenez une balle. Des enfants palestiniens ont souvent eu parfois dans des affrontements, dans des intifadas, des balles perdues, des choses comme ça. Ok, ça c'est une chose. Vous ne voyez pas la mort arriver, c'est instantané. Mais quand c'est des tortures, des décapitations de bébés, ah oui, attendez voir, en attendant d'examiner les corps ou parties de corps, parce qu'on trouve des morceaux, on ne sait pas à qui ils appartiennent, qui sont passés, qui sont sous le soleil brûlant du désert, donc un processus de pourriture qui est déjà commencé. Et donc il y a un colonel rabbin qui dit « Nous avons déjà identifié les corps de 800 personnes et travaillons sur 500 autres. Chaque jour, nous recevons de plus en plus de cadavres. L'année dernière, ils ont reçu, c'était il y a une semaine, encore 73 corps supplémentaires. » Parce qu'effectivement, les combattants du Hamas, non, les terroristes, meurtriers, les barbares du Hamas se sont répartis un peu partout, et puis bon, ben voilà, et puis vous retrouvez dans des localités, dans des petits villages perdus, des corps. Et encore des témoignages voyant les preuves de torture et de sauvagerie. Nous avons des bébés dont on a coupé la tête, des corps sans mains, sans jambes, sans organes génitaux. Voilà. Donc près de 2 semaines après l'attaque surprise, des ambulances continuaient d'arriver avec des sacs mortuaires contenant les restes de civils ou de soldats. Certains abattus à si courte distance qu'il n'y a plus de traits faciaux reconnaissables. Et d'autres n'ont pas de membres, pas de bras évidemment, donc pour prendre les empreintes, c'est pas évident. Donc voilà, il est bon de rappeler ceci. Mais par contre, il ne faut pas que l'agence France-Presse nous parle de terroristes du Hamas. Il faut dire simplement que ce sont des combattants. Vous voyez, des combattants glorieux comme nous, on avait des résistants en 39-40 qui attaquaient des convois militaires allemands, mais qui n'allaient pas s'en prendre à des civils. Voilà, ce type de barbarie, c'est pire même que ce qu'on a connu dans les camps de concentration, parce que les gens étaient battus, humiliés, on les mettait dans des chambres à gaz, ou au peloton d'exécution,
En Ukraine, on les mettait au bord d'une fosse et on les mitraillait. Mais aller s'en prendre à des bébés, leur couper les doigts, les démembrer, etc. Mais quelle barbarie! Comment on peut, au nom d'une religion, c'est... Voilà. Donc, en ce moment, évidemment, ça fait 3 semaines, les gens ont déjà oublié. Maintenant, on vous dit, effectivement, il y a 4000, 5000 victimes du côté palestinien. C'est bien regrettable. On a laissé s'envenimer ce dossier depuis bien trop longtemps. Les torts sont partagés. Je ne soutiens absolument pas Israël dans sa politique de colonisation à outrance. Mais non, c'est... Ce qui s'est passé, c'est vraiment dégueulasse. Et quand je voyais des témoignages de familles musulmanes qui ont fait la fête, on a fait la fête parce que on a vengé le peuple palestinien, non. Venger sur des civils, sur des bébés, non, il n'y a pas de quoi faire la fête, il n'y a pas de quoi être fier. Il n'y a pas de quoi être fier de ce qu'on a pu faire au nom de l'islam. Mais bon, c'est compliqué. Je vous dis à bientôt, j'espère que vous partagerez un maximum. C'est bizarre, toutes mes vidéos un peu sérieuses, je vous ai passé même des vidéos précédentes sur des musulmans qui expliquaient que il y avait la Palestine d'un côté, il y avait le Hamas de l'autre. Elles ont très peu de vues, c'est dommage. Bref, allez, je vous laisse, à très bientôt, au revoir. Bonjour à tous, me revoilà. Ma dernière vidéo, pas beaucoup de vues, hein. Les gens sont plus là pour leurs affirmations, mettre des critiques, des injures, mais quand vous leur répondez gentiment par une vidéo, en montrant 2-3 arguments, histoire de dire, d'alimenter la conversation, en disant, attendez, je raconte pas des bêtises, quand même, il y a ça et ça, hein. Eh ben non, Daesh, ils ont tué, ils ont torturé, ils ont violé. Donc ne me dites pas que les musulmans, vous êtes tous des saints, ok? C'est tout. Bon, bref. Mais c'est tellement facile de déverser sa haine. Et puis après, quand vous avez quelqu'un qui va vous rapporter des faits, il n'y a plus personne. J'ai envie de dire que, vous savez, cette fête de Halloween, où les gens aiment se faire peur avec de l'horreur, l'horreur, elle est à Gaza aussi, bien sûr. Elle est sur ces civils innocents, sur ces enfants qui sont bombardés. Comme demande, ah, vous ne parlez pas des bébés. Si, les bébés palestiniens, les enfants palestiniens qui se prennent des bombes sur la tête. On est bien d'accord. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Nous entamons un voyage difficile vers l'enfer et vous allez comprendre à la fin, surtout rester jusqu'à la fin, et vous allez vous demander en disant mais c'est impossible, je vais vous révéler quelque chose à la fin. Mais ce que je voulais dire dans un premier temps, une première révélation, c'est que l'Égypte a été la première à lâcher le bruit selon laquelle elle avait informé les services secrets des renseignements égyptiens. Ils ont informé Benjamin Netanyahou que le Hamas préparait un gros coup. Et donc, depuis, la rumeur enfle. Hein. Elle a un peu étouffé parce que, bien sûr, l'urgence, c'est les bombes qui tombent sur Gaza. Mais la vérité risque peut-être de sortir et il y aura certainement des règlements de compte politiques en Israël. Hier, j'ai vu des tweets de l'ex-premier ministre, Yair Lapid, qui n'attend pas, il ouvre déjà les hostilités avec son successeur, Yair Lapid, je crois, ouais. Il dit, hein, ce 29 octobre sur Twitter, à la veille de Yom Kippour, le 20 septembre, j'ai publié un avertissement inhabituel contre une flambée de violence sur plusieurs scènes. Les documents des renseignements sur lesquels je me suis appuyé ont également été soumis à Netanyahou. Ceux qui ont apporté les renseignements sont les mêmes membres du système de sécurité que Netanyahou accuse désormais de ne pas avoir averti. Donc, le Bibi, le Benjamin, là, il dit, oui, vous comprenez, je n'ai pas été prévenu, donc du coup, c'est pour ça que pendant 5 à 6 heures, je vous en ai déjà parlé,
Depuis 6 heures du matin, personne n'a bougé, pas d'hélicoptère, pas d'avion, rien. Pas de renfort au secours des civils. Donc, on pouvait penser qu'il laissait faire pour pouvoir revendiquer l'attaque sur Gaza et pour pouvoir se venger sans que l'opinion internationale dise quoi que ce soit. Donc, vous voyez, je suis objectif, hein, ne dites pas que je ne suis pas... Non. Et l'ex-premier ministre, donc, c'est même dans le Figaro, est d'avis que Netanyahou avait franchi une ligne rouge en se défaussant sur l'armée et les services de renseignement. Et donc, il les blâmait au lieu de soutenir l'armée dont il a besoin pour aller taper sur Gaza. Et donc, dimanche, Netanyahou a publiquement pointé la responsabilité du patron de la sécurité de renseignement pour dire que l'armée avait failli, mais en fin de compte, c'était des gens qui sont opposés à lui, parce qu'il y a des luttes d'influence. Hein. Et puis, il y a eu un tollé en disant, mais les gens, mais l'armée n'y est pour rien, c'est vous qui gouvernez Israël très très mal. Et donc, il a fait un mandat honorable et formulé des excuses auprès des renseignements, de l'armée, de Tsahal, etc. Mais, donc, on peut penser que certains, l'ancien Premier ministre, donc des Israéliens, disent il était au courant, et il a fait ça pour des visées expansionnistes vis-à-vis de Gaza. Bon. Il a un rival, a aussi un ancien Premier ministre qui s'appelle Benny Gantz. C'est un ancien ministre de la Défense. C'est un général de brigade, ancien chef d'état-major de l'armée israélienne, qui a accepté de former un cabinet de guerre, parce que compte tenu de l'attaque. Mais dans l'article que j'ai lu, ce Benny Gantz sera le premier à lui sauter à la gorge quand les canons se tairont. Et donc c'est quelqu'un qui est quand même relativement populaire. Et cette popularité et la crédibilité de Benny Gantz, il a quand même une meilleure presse que Netanyahou. Et donc Netanyahou ne restera pas au pouvoir très très longtemps. Et puis, il faut savoir que Netanyahou avait voulu modifier des lois en Israël cet été. Il y avait une grosse manifestation, il y a une grosse partie des Israéliens qui sont contre lui. Et il est allié, pour avoir ce gouvernement, il est allié avec vraiment des juifs orthodoxes, une ultra-droite vraiment très très virulente. Et voilà. Donc, on verra ce qui va se passer, mais il y a peut-être des choses qui sortiront d'ici quelques semaines, quelques mois, quand le fracas des bombes sera terminé. Alors, je vais vous montrer une photo, enfin, oui. Vous savez, il y a une revue qui s'appelle The Economist, et vous allez voir, c'est un truc de fou. C'est eux qui avaient publié une photo où, chaque année, ils publient leurs prévisions pour l'année qui vient. Passé un moment, il y avait une photo en couverture du magazine avec un pangolin. Et donc, quand il y a eu l'histoire du Covid, le pangolin, etc., tout le monde s'est dit, ils ont prévu à l'avance cette histoire de Covid plusieurs mois avant que ça sorte. Et là, personne n'a fait attention. S'il vous plaît, suivez-moi bien. Vous allez voir la photo. Et vous allez voir que... Attendez, je vais le faire tout de suite. Pour certains, cela doit dire quelque chose, l'Économiste. Ça, c'est la revue, je crois, de décembre ou de janvier, décembre 2022, je crois. Donc, un chemin, un voyage difficile vers l'enfer, nous dit le titre en nous prévoyant ce qui va se passer sur 2023. Et je vous fais un rapprochement. Nous voyons un ULM, là, vous le voyez, l'ULM, un combattant du Hamas, la guerre et Bibi Netanyahou. D'accord? Voilà. Donc, ce qui veut dire que en décembre 2022, il pensait qu'il y aurait un conflit entre le Hamas et Netanyahou.
Voilà, vous avez vu, donc c'est parfois, c'est complotiste, hein. Mais enfin, quand il y a eu le Covid, ils nous ont mis le pangolin, là ils nous mettent le Hamas dans le ciel, hein, comme les ULM du Hamas. Voilà, donc, vous voyez, je me pose des questions, je cherche à avancer. On ne se contente pas de ce qu'on vous dit. Donc, vous, évidemment, ceux qui m'agressaient être musulmans, vous savez jamais rien, vous, c'est une religion de paix et d'amour. Mais, enfin, je demande, quand on voit tout ce que Daesh a fait, mais ou c'était pas des musulmans, ou c'était des Israéliens déguisés. Ah oui, d'accord, ok. Remarquez, les mêmes Israéliens qui récupéraient des soldats blessés, des soldats musulmans, qui les soignaient et qui les ramenaient à la frontière pour qu'ils aillent se battre contre Bachar Assad. Comme quoi, toujours, les ennemis de mes ennemis deviennent mes amis provisoirement pour les aider, de même qu'ils ont aidé le Hamas pour éliminer l'OLP, le Fatah, Yasser Arafat. Voilà, après ils ont fait un mauvais calcul parce que le Hamas s'est avéré beaucoup plus virulent que des gens de l'OLP qui sont devenus milliardaires avec les aides qu'on a données à l'autorité palestinienne. Voilà. Hein? Allez, j'attends vos commentaires. Dites-moi. C'est pas intéressant ce que je vous dis? Non? Allez, à bientôt. J'attends vos excuses. Hein. Ciao. Bonjour à tous, bonjour TikTok. Oui, Anne Hidalgo, regardez, un voyage dans le monde, 51 tonnes de CO2. Comment fait-elle pour avoir un bilan carbone de 51 tonnes de CO2 tout en donnant des leçons d'écologie sans le moindre scrupule? Aller surveiller l'océan pour la future épreuve de surf des Jeux Olympiques, c'était important. Il reste à la mairie de Paris 3 ans de mandat et elle commence les croisières de retraités. Son expertise pour les plages de surf reste à démontrer. Elle nous fait des leçons culpabilisantes. C'est faites ce que je dis, pas ce que je fais. On le voit. Et oui, tout le monde s'angoisse des bruits de guerre et la tension qui anime et arme nos sociétés. Anne Hidalgo, elle, est enivrée du parfum des fleurs de tiare et bercée au son des ukulélés. Elle se dort au sable blond de la Polynésie. Qu'est-ce qu'elle allait faire là-bas? Eh ben, sur son agenda, il n'y a rien. Il est vide. Lorsqu'on se rend sur le site officiel de la mairie de Paris, il indiquait aucun événement presse pour le moment. Donc le Canard enchaîné en a parlé, la presse locale, certaines radios. On découvre son périple et on le voit notamment dans la dépêche de Tahiti qui nous apprend qu'Anne Hidalgo est arrivée vendredi matin. Donc ça fait déjà maintenant une quinzaine de jours, oui, tout à fait, en provenance de Nouvelle-Calédonie. Elle s'y rend pour faire le point sur les Jeux Olympiques. Partager avec le président Broderson, le président de Tahiti, leur passion commune pour le street art et faire un petit tour au Salon du Livre de Papier, toute chose d'une importance capitale, bien entendu. Hein. Nous sommes d'accord. Voilà, il y a l'impréparation des Jeux Olympiques 2024 qui inquiète tout le monde. Il devait y avoir une réunion avec le préfet de Paris et du coup, comme elle n'est pas là, tout est repoussé d'un mois. Et donc, Madame Hidalgo part un mois en vacances dans le Pacifique Sud aux frais des Parisiens pour, soi-disant, aller respecter le site olympique de surf de Teahupo à Tahiti. Et ça, c'est un séjour qui va du 16 octobre au 17 novembre. Je vous montre tous les voyages qu'elle a fait récemment. Voilà. Hein? Vous voyez le Hidalgo Tour de Kiev, Rome, Kiev, de nouveau Bagdad, Bruxelles, Varsovie, Reykjavik, Erevan, New York, Florence, Cotonou, Nouméa, Papeete. Et voilà. Alors, elle aime bien Tahiti, qui n'aimerait pas d'ailleurs. C'est un territoire qui lui est cher. Et la dépêche de Tahiti écrit en tête de son article « Anne Hidalgo avait annoncé sa visite en Polynésie française en octobre pour faire le point sur les Jeux Olympiques et aussi pour voir sa famille, pour voir de la famille. » Il faut savoir que sa fille vient de s'installer à Bora Bora.
Donc ça doit lui manquer et elle vient l'aider à faire la déco de son appartement certainement. Donc les Jeux Olympiques servent à tout, c'est commode. On est en droit de se demander d'ailleurs pourquoi les épreuves de surf pour les Jeux Olympiques de Paris se dérouleront à l'autre bout du monde, sur le site de Théa Hupo, aux antipodes, et non pas, comme cela se fait normalement sur du surf, sur la côte landaise. Alors c'est marrant parce que elle qui pourrit la vie des Parisiens et saccage la ville au nom de l'écologie, hein, elle ne semble pas chatouillée par le bilan carbone exorbitant de son périple. Et puis, curieux qu'elle aille personnellement faire le point quand il y a des équipes de professionnels qui sont strictement dédiés à l'organisation des Jeux Olympiques. Voilà. Enfin bon. Alors, ce qui est très bizarre, c'est que dans ce voyage très curieux, sur le site de la ville de Papeete, en visite officielle à Hidalgo en Polynésie française, le journal télévisé local nous apprend que le maire est en visite non officielle. Très bizarre. Par urbanité, elle a rencontré donc le président Broderson. Vous voyez, il y a 36 sons, c'est officiel, c'est pas officiel, mais pour le reste, son agenda est alimenté par des événements d'ordre personnel qui ont motivé son voyage jusqu'en Polynésie. Voilà, elle a quand même droit à un accueil polynésien tout de même à l'aéroport, avec les fleurs, voilà. Hein. Donc, on a bien compris, à l'insu de leur plein gré, les Parisiens semblent avoir offert ce voyage, un voyage d'agrément à Madame Hidalgo. Les réunions de famille au bout du monde, ça coûte cher, mais quand on peut les faire financer par le contribuable, pourquoi se priver, hein? On voit la voie à la gauche, écolo. Mais le problème, pour faire plus sérieux, elle est accompagnée de Pierre Rabadan, adjoint au maire chargé des sports, de Jacques Martial, adjoint au maire chargé des Outre-mer, de Frédéric Lénica, directeur de cabinet, de Milton Guilherme, chef adjoint de cabinet, et de Pierre Thomas, délégué général à l'Outre-mer. Voilà donc où passe l'argent des Parisiens, dont on rappelle qu'ils ont vu cette année leur taxe foncière crever le plafond avec 62% d'augmentation. La dette de la capitale, sur laquelle plane toujours la menace d'une mise sous tutelle, est colossale. Alors un peu plus, un peu moins, bon là ça fait une enveloppe de 100 000 euros, hein, je pense, vu le prix des voyages, il y a déjà certainement au moins plus de 30 000 euros de voyage, plus les frais sur place, l'hôtellerie, etc. Voilà. Hein. Évidemment, Anne Hidalgo, elle le vaut bien. Voilà. Hein. Incroyable. Ces gens de gauche. Alors je ne savais pas qu'elle était une grande spécialiste du surf, encore un de ses énormes talents cachés. Et puis à la chasse des petits surmoulots, la suite de ses compétences n'a pas fini de nous faire rire, à défaut de nous attrister au plus haut point. Voilà. Bref, c'est bizarre. Et puis, le besoin d'aller à l'autre bout du monde pour surveiller des infrastructures. Il y a des épreuves, par exemple à Châteauroux, mais Anne Hidalgo n'a pas ressenti le besoin d'aller inspecter ces infrastructures dans le Val-de-Loire. Un oubli, certainement. Mais par contre, à Tahiti, c'était impératif pour qu'elle y aille. Merci. Partagez, s'il vous plaît. Au revoir.